Lettre à Monseigneur le duc d'Orléans, premier prince du sang. Monseigneur, nous sommes arrivés à la terrible révolution, où les citoyens se sont arrogés la liberté de tout entreprendre et de tout dire. Le ciel me préserve d'employer aucun moyen violent. Je ne désire que le bien de mes concitoyens, le salut de ma patrie, le repos du monarque et le bonheur public. Le peuple vous adore, monseigneur. Les bons citoyens vous considèrent comme l'ami des hommes. Mais les sages murmurent tout bas. Le mal est aisé, et les méchants l'exercent sans peine. Les bons font le bien d'eux-mêmes, mais ils ne réussissent pas toujours. Souvenez-vous, monseigneur, de votre honorable exil. Dès ce moment, vous fûtes l'idole de la France. Votre retour à la cour, sans le rappel des 3 conseillers, obscurcit un instant votre gloire. Votre voyage en Angleterre, dans une époque aussi critique pour la nation, faillit vous faire perdre la faveur publique. Les Français, jusqu'au moment des États généraux, ont toujours mal saisi, monseigneur, tout ce que vous avez entrepris. Ce jour est arrivé où l'on reconnut vos véritables principes. L'occasion de les manifester est favorable. Vous la saisirez, monseigneur, et si je la devance de quelques heures, je n'aurai que le mérite de l'avoir prévue. Avez-vous oublié, monseigneur, que le public, qui renferme toutes les classes, est un juge sévère, et quand on n'en obtient pas en général le suffrage, il reste toujours quelque chose de beau, de sublime à faire à un grand prince. Auriez-vous perdu de vue, monseigneur, que quelquefois ce mélange de public travestit les belles actions en desseins nuisibles au repos de l'État? Oui, monseigneur, toutes ces nuances sont présentes à vos yeux. Votre cœur en frémit, et vos nobles principes en repousseront toujours l'outrage. La France se trouve en ce moment dans une telle révolution et dans une effervescence si alarmante qu'il semble que les Français veulent terminer leur brillante carrière en recommençant celle qu'ont enfanté tous les troubles de l'Angleterre. On dirait qu'un Cromwell caché parmi des Français n'excite les esprits et ne les porte à la révolte que pour se montrer un jour à nos yeux tout puissant. La crainte, les alarmes, la terreur peuvent avoir produit ce fantôme et nous faire redouter de nouveaux fers appesantis par le poids d'un tyran et d'un usurpateur. Qui peut mieux que vous, monseigneur, rassurer les Français? Amis du peuple premier du sang, connaissant les lois et l'humanité, vous viendrez en personne à votre palais royal qui est devenu aujourd'hui l'asile d'une foule d'énergumènes dont les discours achèvent d'égarer le peuple et jettent l'épouvante dans la capitale. Vous vous montrerez à ce peuple égaré, vous lui direz que vous le chérissez, que pour le sauver du précipice où sa frénésie l'entraîne, que si les lois ne sont plus observées, que si la subordination n'a plus d'empire, la liberté de tout entreprendre entraînera sa perte. Oui, monseigneur, vous serez écouté, vous serez obéi, comme le véritable protecteur de tous les infortunés. Vous aurez devant les yeux l'exemple de l'obéissance. Lorsque le modeste monsieur Bailly, le vertueux archevêque de Vienne, et C. se présentèrent à la porte où le peuple forçait les gardes pour entrer, à peine eurent-ils fait quelques sages observations que ce même peuple, aussi bon qu'obéissant, quand une fois ils étaient éclairés par les voies des vertus, se retira avec douceur et tranquillité comme un troupeau d'agneaux qui marche devant le berger qui les conduit. Qui sait mieux que vous, monseigneur, que dans cet instant terrible, il n'y a que la voix d'un prince chéri qui peut influencer sur l'esprit des citoyens. Et si, contre toute attente, Paris, monseigneur, avait le malheur de vous voir échouer dans cette noble entreprise, il resterait encore une ressource inépuisable, digne de notre monarque, des Français. Si le soldat vient à lui manquer pour maintenir l'ordre, qu'il appelle à son secours ses fidèles sujets,
et dans 24 heures il se formera des bataillons formidables de bons citoyens qui, encouragés par la nation, sous les ordres d'un bon roi, rétabliront enfin cet ordre, ce calme, trop longtemps désiré. Ces agitations, ce dérèglement, ce désordre épouvantable ne peuvent qu'arrêter un travail précieux pour l'État et pour le bonheur du peuple. Les États généraux, pour s'y livrer entièrement, n'attendaient que la réunion des trois ordres. Vous l'avez enfin entraîné, monseigneur, cette auguste réunion, et le peuple, sans réfléchir, va fournir des armes contre lui-même. Il faut donc le calmer, ce peuple agité. Il faut plus, monseigneur, il faut le consoler. Les travaux ne vont plus. Le prix du pain est exorbitant pour le peuple et l'ouvrier sans travail. J'ai déjà proposé le don patriotique. Faites, monseigneur, une motion à ce sujet. Ouvrez vous-même ce don, et la patrie, suivant bientôt votre exemple, ramènera l'abondance des blés en France et mettra le pain au taux que le malheureux doit le manger. Le Français vous devra non seulement son salut, mais encore vous serez considéré comme le véritable soutien des infortunés. C'est par cette action, monseigneur, que vous confondrez l'envie et tous les injustes soupçons. C'est alors que vous jouirez d'un véritable succès. C'est alors que vous mettrez dans le plus beau jour le titre de premier prince du sang. Et ce titre embelli confondra éternellement vos ennemis. Si je pouvais douter un moment de toutes vos vertus, dès cet instant je me regarderais comme perdu. Dès cet instant, je me verrais massacré par le peuple. Moi qui n'ai voulu que son bien, son repos, moi qui ai excité les belles âmes dans tous mes écrits en sa faveur, moi qui suis peut-être l'auteur de tous les bienfaits qui se sont répandus cet hiver dans la capitale, moi enfin à qui l'on ne peut citer un écrit contre le patriotisme et contre l'humanité. Ce salaire serait affreux, mais à ce prix, je ne regretterai pas la vie. Tels sont mes principes, monseigneur, mes procédés, mes sentiments invariables. Je vous dois, monseigneur, l'état de mon fils. Son sort dépend actuellement de vos bontés. Loin de craindre que ma franchise va le perdre dans votre esprit, je suis au contraire persuadée qu'il aura en votre Altesse Sérénissime un véritable protecteur pour son avancement, convaincu que vous préférez des vérités utiles à des éloges nuisibles, et persuadée encore que mes écrits, quoique vous en ayez reçu l'hommage, ne sont pas dignes de fixer votre attention. Mais celui-ci, j'espère, obtiendra votre indulgence et votre estime en saveur du motif qui l'a dicté. C'est avec respect que je suis de Votre Altesse Sérénissime, l'ami de tous mes concitoyens et du repos public. Post-scriptum. Quelle est l'utilité de ces assemblées publiques? Quel est le bien que l'on peut attendre de la fermentation du palais royal? Quels sont les orateurs qui, en instruisant le peuple, leur enseignent une bonne et utile morale? Cet assemblage confus, ce peu de respect pour le lieu, pour les personnes sacrées, ne peut qu'éloigner le peuple de son devoir, et l'autoriser à tout entreprendre, sans connaître l'importance de ses fausses démarches. On l'expose à abandonner ses travaux, sa misère s'augmente avec l'oisiveté, on l'accoutume à mendier, mais lorsque les honnêtes citoyens seront fatigués de donner à des hommes qui peuvent suivre une active industrie, et que leurs moyens ne leur permettront plus d'écouter leur générosité, que feront-ils, ces hommes forts et robustes? Je le demande aux sages, aux bons citoyens qui frémissent déjà de cette indépendance. À quoi ressemblent toutes ces députations vagabondes qui arrivent à toutes heures aux États généraux? Quelle loi les autorise? Quelle police permet ces chars publics? Et si l'on n'en arrête pas la licence, peut-on ne pas en craindre les inconvénients? Je suis ennemi des abus. Je sens, comme tout bon citoyen, le malheur d'être perpétuellement sous un joug tyrannique. Mais lorsqu'un jour serein vient flatter notre espoir, pourquoi en troubler le cours? Au moment même de voir nos vœux se réaliser.